Bon, Philippe, je pense qu'on va pouvoir commencer. Oui, oui, bah là, oui, là, je pense que c'est bon. 11h07, on peut lancer, puis On peut on lancer. accueillera les nouveaux au fur et à mesure en, en conservant notre cap. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde dans ces meet-up virtuels. Donc, sur le sujet d'aujourd'hui, moi, je suis Catherine Marquez, je suis responsable du marketing et de la communication, et Philippe est directeur du marketing et business développement chez Inflexis. Donc, le sujet du jour, c'est mettre en œuvre mon projet d'appli mobile pas à pas. Et qui va durer, comme je le disais, Philippe, tout à l'heure, une petite heure. Voilà. Alors, bon, si vous n'avez peut-être pas l'expérience de Zoom, simplement quelques éléments liés à l'utilisation, à votre utilisation. Donc, vous avez une barre de navigation, enfin une barre en bas, une barre de menu. Vous pouvez activer, démarrer la vidéo si vous le souhaitez, activer le micro aussi. Je disais tout à l'heure qu'on va on va vous rendre muets tous au début de la présentation, mais que vous pouvez le réactiver vous-même, le micro, pour poser vos questions. Vous pouvez activer votre vidéo ou pas si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans la fenêtre de chat que vous activez en appuyant sur Converser dans le menu qui est en bas de votre écran. Point 4. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous pouvez aussi afficher la liste des participants si vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi utiliser l'option d'affichage qui est tout en haut pour organiser correctement vos différentes fenêtres, voir la présentation, mais aussi voir les fenêtres de chat, la fenêtre de chat par exemple. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout, je crois, pour l'interface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, dans la fenêtre de chat, nous dire, nous écrire pour nous dire ce qui vous intéresse aujourd'hui dans ce meet-up, pourquoi vous vous êtes inscrit. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va pouvoir commencer du coup. Et je vais vous présenter en 2 minutes très rapidement qui est Inflexis. Donc, Inflexis est une entreprise de services du numérique qui est spécialisée dans la conception d'applications mobiles professionnelles et des interfaces pour des objets connectés. En fait, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. On conçoit pour elles des services mobiles novateurs, donc ils s'appuient soit sur des applis mobiles, soit sur des objets connectés. On développe ces services mobiles et on accompagne ensuite les entreprises dans leur exploitation de ces solutions et dans l'assistance technique pour qu'elles les utilisent dans les meilleures conditions. On fait aussi de la tierce maintenance applicative pour les entreprises qui souhaitent continuer à améliorer leurs applications une fois qu'elles sont mises en production. On s'intéresse et on travaille avec des entreprises de tous les secteurs d'activité. Historiquement, c'était la banque et l'assurance, mais aussi l'industrie maintenant, le secteur de la santé, notamment en proposant soit des applications qui vont être utilisées par les employés de ces entreprises, comme c'est le cas par exemple pour le groupe Pasteur Mutualité, pour lequel on a développé une application de contractualisation sur tablette. Donc, les conseillers vont sur le terrain voir leurs clients qui sont des professionnels de santé et contractualisent donc sur le terrain des contrats d'assurance avec eux. Et c'est aussi des applications pour les clients de nos clients. Donc, dans le cas de Fortunéo Banque, par exemple, c'est une application de gestion de compte. C'est de gestion de compte sur mobile et sur tablette pour les clients de Fortunéo. On a des clients aussi dans l'industrie, donc par exemple Accès Industrie ou Evolis. Là, c'est des applications qui permettent à des techniciens sur le terrain, techniciens de maintenance par exemple sur le terrain, d'accéder aux travaux qu'ils ont à réaliser depuis leur tablette et de réaliser des rapports d'intervention notamment. Et enfin, on a des clients dans le secteur de la santé, par exemple Arkea Assistance, pour lequel on a développé une montre connectée pour détecter les chutes pour les seniors, par exemple, ou pour des seniors chez eux ou pour des seniors en EHPAD.
Donc, c'est une montre qu'il porte au poignet et qui dispose d'un certain nombre de fonctions qui permettent de détecter des chutes et d'alerter en cas de problème des secours. Alors Catherine, je t'interromps. Tu as vu que ce petit son de clochette sympathique, là, c'était pour vous indiquer qu'on va avoir deux petites pauses pendant la présentation. Et c'est des pauses où on va vous poser des questions. Donc, c'est des petits quiz très rapides. Le mieux, je pense que c'est que vous répondiez directement dans le chat. On fera des petits commentaires sur les réponses qui sont apportées. Et Catherine, si tu veux aussi, pourquoi pas essayer de jouer. Donc, c'est moi qui vais vous poser ces différentes questions. Donc, la première, alors ça porte sur l'acquisition ou la rétention. Donc, l'acquisition, ça consiste à trouver des utilisateurs pour son application. La rétention, ça intervient un petit peu plus tard, c'est la capacité à garder ces personnes en tant qu'utilisateurs et qui conservent l'application sur leur téléphone. Donc là, la première question que je vais vous poser, c'est savez-vous quel est le nombre moyen d'applications qui sont téléchargées sur un smartphone? Donc selon vous, est-ce que ce nombre est de 26 applications, 46 applications ou 66 applications? On a une première réponse déjà de… Alors moi, Philippe, je ne connais pas la réponse, mais j'ai compté ce matin et j'en ai 73. Ah, tu en as 73 sur ton téléphone, d'accord. Mais ce n'est pas dans les réponses que tu donnes, donc ça ne doit pas être ça. Ce qu'on veut, c'est une moyenne. Hein. Là, je pense que tu as battu un record plutôt. Alors, 46, c'est plutôt la réponse intermédiaire qui est proposée. Je ne sais pas si tout le monde a répondu. De toute façon, ce n'est pas très grave. Hein. Vous vous ferez une idée après vous-même de la réponse et des proportions de personnes qui ont répondu dans chaque catégorie. C'est pas mal du tout, puisque effectivement, la moyenne est de 46 applications. Alors, il faut savoir que le nombre est à peu près stable, c'est-à-dire que ça a été en forte croissance ces dernières années, et puis on a démarré, on était à 26, puis après d'année en année, il y en avait 5 de plus, et là, depuis 2018 à peu près, on est entre 40 et 50 applications sur son téléphone qui sont conservées. Alors, une deuxième question. Je pense que c'est la troisième question. Ah, pardon. Voilà. Quel est le pourcentage de ces applications qui ont la chance de rester plus d'une journée sur votre smartphone? C'est-à-dire que vous la téléchargez et la conservez plus de 24 heures. Donc, celles qui vont rester, hein. Donc, est-ce que ce serait seulement 60% qui vont rester sur votre téléphone plus d'une journée, 40% ou 20%? Je vous laisse quand même un petit moment. Et tu vois, Philippe, il y a Olivier qui m'a battu parce qu'il a 92 applications sur son téléphone. Ah bon? J'ai pas compté, hein. J'ai pas compté combien j'en ai sur le mien. Ça me rassure parce que j'avais un peu peur d'être… 73, c'est pas mal. Ouais. Comment on Si appelle a un ça? smartphone, nouvelle génération, moi, je pense qu'il y a de la place quand même. Il y a aussi une question de taille mémoire, mais bon, ça ne devrait pas limiter. Alors, on a surtout du 20%, du 40%. Alors, je vais aller quand même assez vite pour qu'on ne passe pas trop de temps sur ces quiz. Il s'agit de 20%. C'est-à-dire seule une application sur 5 va avoir la chance, on va dire, de passer la journée sur votre téléphone seulement. Donc, vous conserverez au-delà de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'applications qui sont supprimées, soit instantanément, soit dans les premières minutes ou les premières heures d'utilisation. Et donc, une dernière question sur ce premier quiz. Quel est le pourcentage donc, de ces applications non, parce que je suis sur la réponse précédente. Donc, la répartition entre l'utilisation du téléphone en mobile, application, donc application mobile, et l'utilisation du téléphone pour naviguer sur le web. Donc, selon vous, est-ce qu'on fait 80% d'utilisation du mobile en utilisant des applications? Est-ce qu'on fait 80% ou est-ce qu'on fait 70% de notre utilisation du téléphone mobile sur une application? Catherine, tu utilises un petit peu le navigateur sur ton téléphone? Oui,
Oui et Oui. non. Enfin, je sais pas. Honnêtement, on est quand même beaucoup incité à utiliser les versions mobiles des applis. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'utilise assez régulièrement YouTube sur mon téléphone. Mhm. Et quand je vais utiliser YouTube sur mon téléphone depuis le navigateur, il me dit il existe une version mobile. Donc, On nous incite à passer sur l'application. C'est vrai qu'il y a souvent bon, il y a les deux, il y a le site et l'application, et le confort est quand même supérieur lorsqu'on utilise l'application. Donc effectivement, la proportion, elle est de 90-10. Donc on n'a que 10% de son temps qui est consacré à la navigation web et le reste entièrement à des applications. Donc voilà pour quelques chiffres intéressants, des chiffres clés. Et donc on va pouvoir passer maintenant un petit peu au cœur un petit peu de cette présentation. Et donc on a voulu être très opérationnel, très pratique, on va dire, dans l'approche. Et on va décrire avec vous 5 étapes qui sont des étapes clés qui vous permettent de concevoir un projet, de le mener à bien et aussi d'évaluer des budgets, enfin, tout ce qui peut servir lorsqu'on a un projet d'application mobile ou même lorsqu'on a réalisé une application mobile qu'on veut débriefer un petit peu ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Je vais vous parler de choses concrètes qu'on a fait sans forcément citer les clients, bien entendu. Et on va essayer d'être très pratique sur la méthode qu'on peut utiliser et également vous donner des choses à ne pas faire ou des choses qu'il faut éviter ou des expériences qui ont été parfois un petit peu désagréables. Donc, pour la définition du projet, c'est la première étape. Donc tu peux avancer hein, directement au slide suivant, merci. Je vais devoir définir des éléments quand même essentiels. Donc là, ce sont les grandes lignes en fait du projet que je veux définir. Et on a besoin de définir qui seront les utilisateurs de cette application. Bien souvent aussi, on peut estimer que ça va être le grand public, mais il faut être plus précis que ça. Et donc, on a ce qu'on appelle des personas. Donc, on voit la fiche qui est à droite, qui est une construction finalement d'un personnage imaginaire, mais qui a des caractéristiques qui nous intéressent. Et donc, on définit comme ça une cible privilégiée, une ou plusieurs cibles, donc sous forme de personas. On a besoin de savoir donc quels sont les usages qui vont être faits des applications par ces différentes personnes. Donc, on va leur attribuer des usages spécifiques à chacun et il faut que ça leur apporte, bien entendu, une utilité au quotidien. Et surtout, on va devoir, pour un projet, définir quel est donc, ce qu'on appelle l'USP, hein, l'atout unique, le unique selling point, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous différencie et qu'est-ce qui fait que votre produit est unique. Donc ça, on oublie parfois aussi de le faire. Il faut que son produit ne soit pas une réplique, une copie simple, banale de quelque chose qui a déjà été fait. Il faut que ça se différencie, il faut que ça puisse plaire pour une raison qui se démarque, on va dire, de la concurrence. Donc pour cela, bien entendu, ça nécessite d'étudier des solutions existantes, de voir ce qui se fait sur le marché et de définir quel est mon atout essentiel par rapport à ces produits présents sur le marché. Donc on sait qu'il y a plusieurs millions d'applications mobiles, donc se démarquer, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis, un autre point qui peut être intéressant, c'est de savoir pitcher. Alors, pitcher, bon, le terme est un petit peu galvaudé. Ça veut dire pouvoir présenter en quelques minutes, pouvoir présenter très rapidement les grandes lignes de son projet, parce que c'est quelque chose qui nous est demandé régulièrement, que ce qu'on soit entrepreneur aguerri ou start-upper. Ou simplement, on va dire, quelqu'un qui démarre, qui n'a pas encore forcément créé sa société, on va nous demander de présenter son projet. Et plus on est au début un petit peu de cette démarche, et plus il va falloir aller vite. C'est-à-dire qu'on a un terme pour ça qui s'appelle l'élévateur pitch. Le pitch d'ascenseur, c'est 1 minute 30, parce qu'on rencontre la bonne personne, l'investisseur, une personne qui peut avoir un impact important sur son projet. Et il faut lui donner tout de suite envie et les éléments clés qui constituent la force du projet. Donc voilà pour
les grandes lignes de la définition du projet. Et alors donc, dans chacune des étapes que je vais vous décrire, je vais essayer de reprendre du vécu, des choses qui nous sont arrivées ou qui ont été un petit peu grossies. J'ai parfois grossi un petit peu le trait. Mais là, typiquement, on peut avoir des gens qui viennent nous voir aujourd'hui avec une idée de génie. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu le constat le plus fréquent, on va dire. La personne est persuadée que son application est grandiose, qu'elle va toucher un public important. Et donc, elle vient et nous dit, ben voilà, je vais faire une application grand public qui va permettre de mettre en relation des amis et qui pourront échanger des photos et discuter en ligne. Alors, effectivement, bon, vous avez reconnu, hein, ça s'approche de choses qui existent. Alors, j'ai appelé ça un visionnaire, c'est toujours une petite note d'humour, hein, que je mettrai à chaque fois sur le type de personnage, mais c'est bien ça, c'est quelqu'un qui est convaincu par son projet, mais qui n'a pas suffisamment travaillé l'idée de manière à ce qu'elle soit différenciante, on va dire. Et donc, il y a un travail de fond à faire derrière. Il n'est pas suffisant d'avoir une bonne idée si on n'a pas suffisamment fouillé son sujet. Et donc, nous, on a régulièrement, ne serait-ce que les 2 derniers mois, j'ai noté qu'on avait eu des demandes comme ça spontanées. Il y en avait une qui concernait le monde des animaux, la défense des droits des animaux. Il y en avait une qui portait sur des commentaires à propos des restaurants, je me souviens. Donc, ils étaient venus nous voir avec un produit qui existait déjà en Australie. Donc, typiquement, le travail de recherche n'avait pas forcément été fait en amont, et c'était une copie à l'identique de ce qu'ils souhaitaient faire. Et un autre dans le domaine de l'aide à la personne. Donc, vous voyez, c'est souvent qu'on vient nous voir avec des idées comme ça qui n'ont pas forcément été non plus creusées, mais qui méritent un plus gros travail de préparation pour les décrire. On va dire. Voilà pour l'étape numéro 1. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc, l'étape numéro 2, et j'ai envie de dire, c'est vraiment l'étape essentielle, le gros morceau en fait du travail de préparation, c'est la rédaction d'un cahier des charges. Donc, on peut avancer un petit peu. Voilà. Ça consiste vraiment à préparer le terrain pour les équipes techniques, préparer le terrain pour éventuellement les équipes commerciales qui vont vous répondre, qui vont pouvoir faire des évaluations budgétaires également. Et donc là, c'est très difficile de rédiger soi-même, ou quand on est seul, un cahier des charges. Ça nécessite pas mal de connaissances diverses, on va dire. Et sans aucune aide extérieure, moi j'avoue qu'on voit parfois des résultats qui ne sont pas complètement bouclés. Donc, c'est des aspects sur lesquels on est très très vigilant et on essaye maintenant de plus en plus d'accompagner nos clients. Donc, la rédaction du cahier des charges, par exemple, c'est quelque chose qui est rarement budgété. C'est-à-dire qu'on estime que voilà, je vais passer du temps, moi, à décrire chacune des fonctionnalités le plus précisément possible, mais je ne pense pas forcément à aller chercher une aide extérieure et bien entendu à prévoir un budget correspondant. Après, sur la démarche, parce qu'on est là aussi pour donner des petites astuces ou de la méthodologie, mais pratique, on va dire. Moi, j'aime bien quand un cahier des charges est évoqué à la première personne. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est un bon moyen de se mettre dans la peau de l'utilisateur final. Et donc, j'ai noté, par exemple, j'ouvre l'application, je saisis mon identifiant, je rentre mon mot de passe de 4 chiffres, l'écran d'accueil me présente 4 informations synthétiques, dont 2 sous un format graphique. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui décrit un parcours, des fonctionnalités par l'utilisateur, c'est-à-dire la manière dont il l'attend en tant qu'utilisateur. Je trouve que c'est une bonne façon de décrire simplement ce qu'on attend d'une application. Et je recommande quand même assez souvent. Ensuite, le parcours utilisateur, il faut le définir aussi d'un point de vue graphique, si possible, ou au moins les grandes lignes. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qui
qui nécessitent un savoir-faire quand même spécifique. Le parcours graphique, le design, l'ergonomie, c'est des choses qui ne s'improvisent pas forcément, ou en tout cas que des gens n'ont pas forcément mis de côté. Alors, on n'a pas besoin de faire tout de suite un niveau de détail extrêmement fort. Donc, ce qu'on voit là ici sur la slide, c'est ce qu'on appelle des wireframes, des écrans graphiques simples. On n'a pas besoin de rentrer avec une charte très complexe immédiatement, mais on doit pouvoir définir quel sera l'environnement général graphique du projet et décrire le parcours, donc l'enchaînement des différents écrans qui vont être donc, la trame, la colonne vertébrale de l'application. Voilà. Donc ça, effectivement, là, on peut recommander sur ce point précis de faire appel un minimum à des professionnels ou voilà, l'entreprise de services numériques qui pourra derrière faire la réalisation. Donc, c'est un petit travail préparatoire ou qui va être la première phase du développement, mais qui doit être de toute façon faite avant de commencer. Sinon, il y a des choses qu'on découvre trop tard, on va dire. Donc, à ce sujet, je fais un petit peu de pub aussi. Il y a eu un meet-up le mois dernier, donc qui s'appelait, Catherine et moi, c'est Dessine-moi une appli mobile, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, si vous voulez voir le replay, je crois que sur YouTube, on peut revoir spécifiquement sur cet aspect-là un replay qui a été de l'atelier qui a été réalisé par nos graphistes Hélène et Marie. Olivier nous dit il suggère de s'inspirer d'autres apps pour le design, pour ne pas avoir à réinventer la roue. C'est vrai que l'inspiration peut être intéressante. C'est ce qu'on fait en design, hein. On s'inspire de ce qui existe sans forcément copier, mais l'inspiration vient de ce qui existe et qui peut être repris et peut-être amélioré ou adapté aux besoins qui doit être satisfait. Pour regarder autour de soi, oui, c'est sûr. Et le dernier point donc, concernant la description de l'application, je regarde au niveau du temps. Il faut que j'accélère un petit peu. Il s'agit de savoir découper, et ça c'est important, de découper le projet en lots principaux, c'est-à-dire dire mon application, ce n'est pas un monobloc, c'est quelque chose qui comporte des grandes thématiques de fonctionnalités. Et je dois pouvoir établir quelles sont ces thématiques, les regrouper, dire voilà, ça c'est la thématique connaissance de mon client, ça c'est la thématique plutôt sécurité, etc. Donc définir un certain nombre de lots avec les grandes fonctionnalités et donner une valeur de priorisation. Et là c'est personnel, c'est un choix, c'est un arbitrage qu'on fait soi-même à chacune de ces fonctionnalités. Donc, on va de cette manière établir un petit peu un ordre, en fait, dans lesquels on aimerait voir réaliser les fonctionnalités de son application. Donc, on les a d'abord définies, détaillées, décrites graphiquement, et ensuite on dit, voilà, celle-là, c'est vraiment la number one, le centre, le cœur de mon application. La suivante, elle est importante. Les suivantes, c'est ce qu'on appelle nice to have, c'est bien, ce serait sympa de l'avoir, mais ça peut peut-être attendre une V2. Donc, et pour ça, donc, on a une approche qui est assez régulièrement mise en avant, c'est le design sprint. C'est-à-dire que ça permet justement, au cours d'ateliers, de lister de manière très, très ouverte tout ce qu'on a envie de faire et ensuite de recadrer les fonctionnalités en les décrivant de manière très précise et en réalisant une priorisation et un tableau de priorisation de ces fonctionnalités. Alors, ce qu'on a comme exemple à vous donner, c'est du vécu aussi, assez souvent, d'ailleurs, ce n'est pas forcément au mois de décembre, on a la liste au Père Noël. Donc, ce que j'ai appelé la liste au Père Noël, c'est, alors je le décris, voilà, donc l'application que j'aimerais faire doit gérer des comptes à l'étranger, mais doit permettre aussi de réserver des billets d'avion et permettre de retoucher ses photos de vacances. Elle va être très très simple à utiliser et avoir un look sexy.
Donc là, typiquement, on est sur une description ambitieuse de quelque chose qui part un petit peu dans tous les sens. J'ai voulu, humoristiquement, toujours une fois, on grossit le trait, hein, mais appelé sous l'appellation liste au Père Noël. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de demandes. On veut que ce soit très simple, mais il y a beaucoup de fonctionnalités, etc., etc. Des choses qui sont parfois antinomiques. Et alors, j'ai mis en dessous, effectivement, c'est des développements. Si on ne fait pas le tri, eh ben, on y est encore voilà, 10 ans après, quoi. C'est-à-dire que la difficulté, c'est si on a quelque chose de très ambitieux au départ et qu'il n'y a pas de priorisation, bah, effectivement, on se retrouve à mi-chemin et on n'a pas encore avancé, ou on est incapable de sortir quelque chose qui soit cohérent pour son client. Alors, l'autre problème, c'est que quand on fait ça, on est quasiment incapable de chiffrer aussi la globalité du projet. C'est-à-dire, si on n'a pas priorisé, etc., on sait qu'on part dans l'inconnu avec énormément de demandes. Donc, on peut partir en régie, c'est-à-dire facturer au temps passé le premier mois, le deuxième mois, les 6 premiers mois. Mais là, on peut se retrouver bloqué au milieu du gué en attente d'un investisseur et ça devient compliqué de finir son application. Voilà les risques de la liste au Père Noël. Alors, l'étape 3, et c'est une étape qui est, on va dire, un petit peu oubliée pour différentes raisons. C'est que la maîtrise technique, ce n'est pas toujours l'apanage de la personne qui porte le projet. Donc l'étude de l'environnement technique, on met ça un petit peu de côté bien souvent, mais il faut quand même mettre un petit peu les mains dans le moteur assez tôt, au moins comprendre les grands enjeux. Et on pense qu'une petite analyse technique, donc avoir un technicien à bord du projet, ça peut être important. Certains doivent être abordés tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver dans une impasse technique à un moment donné du projet. On peut prendre une option qui s'avère risquée dans le temps, qui n'est pas pérenne. On peut faire aussi un mauvais choix de fournisseur. C'est-à-dire que si on prend un intégrateur d'un ERP ou d'un CRM, Sage, un produit du marché, et que les choses changent ou que ce produit devient dépassé, on peut avoir vraiment une mauvaise surprise ou alors un budget qui explose. Voilà. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit on verra ça plus tard, on cache un peu la poussière sous le tapis et malheureusement, les problèmes arrivent ensuite. Donc, pour éviter tout ça, il faut donc penser à l'exploitation de son application. Il faut penser aussi à s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire qui seront les techniciens référents. Est-ce que j'ai moi-même à bord du projet un technicien référent? Est-ce que c'est mon prestataire à qui j'ai confié, enfin, en qui j'ai totalement confiance, qui va me conseiller, me donner son avis sur les directions techniques à prendre, ou me proposer différentes options sur lesquelles je vais arbitrer? Et il faut aussi parfois avoir des portes de sortie, c'est-à-dire s'ouvrir des scénarios, scénario B, scénario C, si jamais on voit que on prend une direction qui risque d'être trop complexe ou trop coûteuse, pouvoir redresser la barre au bon moment. Et il faut aussi imaginer, par rapport à la solution technique qu'on choisit, quel est le niveau d'indépendance qu'on attend vis-à-vis de son prestataire à la sortie du projet. Est-ce que j'aurai totalement la main sur mon projet, un petit peu la main, mais en lui faisant confiance, ou alors je lui confie vraiment les clés du bateau et il aura la possibilité on va dire de me demander mon avis, mais de maintenir et exploiter l'application comme il le souhaite. Alors, dans le vécu, sur ce type d'approche technique, on a ce que j'ai appelé moi le prisonnier. Alors là, c'est un grand classique aussi. La personne vient, les données pour l'application se trouvent dans un ERP Sage X3, ça ne devrait pas poser de problème pour les récupérer, vous êtes informaticien, c'est votre métier.
Donc là, oui, effectivement, c'est notre métier. Si on regarde d'un petit peu plus près, eh ben, on s'aperçoit que l'outil nécessite du travail de l'éditeur, du travail qui peut être extrêmement cher, voire parfois une mauvaise volonté, il faut appeler les choses par leur nom, de certains éditeurs, ou alors le client a développé un outil de gestion de clientèle lui-même avec un développeur qui a pu partir en cours de projet ou partir à la retraite, ça c'est déjà vu. Et donc là, typiquement, on pense que c'est simple au départ, mais si on ne creuse pas, on ne pose pas les bonnes questions techniques tout de suite, c'est le prisonnier qui s'ignore. Hein. C'est pas qu'il va être bloqué, le client, dans son projet par des éléments techniques qui sont vraiment problématiques. Et on part le nez au vent et on va au-devant de gros casse-têtes. Donc voilà pourquoi nous on recommande quand même de prendre tout de suite ces éléments en compte, de manière aussi à arrêter les frais si on sent que ça prend une mauvaise direction avant que ça ait été trop loin. Étape 4. Je suis bien en timing, Catherine, je ne sais pas, je vois. Oui, oui, ça va encore. Alors le budget, là, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Pour estimer son budget, j'ai essayé de trouver une petite analogie. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas, il peut y en avoir d'autres, mais souvent on a un petit peu tendance à dire, bah non, le budget, on peut pas dire. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu dire, c'est possible d'évaluer un budget ou au moins de trouver les grandes lignes. Ça sera pas extrêmement précis, mais c'est possible de se faire une idée très 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 macro d'un budget. Et donc, je vous propose une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, c'est d'imaginer la construction d'une maison, et donc d'imaginer 4 étapes. Là, on va avoir 4 étapes qui vont permettre de cumuler un budget, qui sont la phase le bâti, on va dire, enfin, la phase de mise en place, moi j'ai appelé ça, du projet, qui comporte un petit peu des choses qui sont essentielles. J'ai besoin d'un serveur pour faire mon développement, un serveur de production. J'ai besoin de déterminer l'architecture. J'ai besoin de savoir un petit peu dans quel langage ça va être fait. Enfin, j'ai un travail préparatoire qui vont être les grandes lignes, un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, la rédaction du cahier des charges, déterminer un parcours client, etc. Tous ces travaux qui peuvent être faits sous forme d'ateliers et un travail technique qui permette de lancer les développeurs dans leur environnement de développement. Bon, on estime que c'est un pavé de 10K. Voilà. Il n'y aura que des pavés de 10K dans mon descriptif. Bien entendu, ce n'est pas la panacée, mais ça peut donner des éléments et ne pas donner une réponse négative quand on nous demande un budget. Donc vous, ça vous permet de dire, voilà, la base, il faut quand même déjà un socle de 10K. Ensuite, on peut travailler par grands éléments fonctionnels. Donc, la slide suivante vous montre un petit peu comment on va pouvoir, là c'est les pièces d'une maison, on va pouvoir incorporer dans sa maison 1, 2, 3 grandes fonctionnalités. Quand je dis grandes fonctionnalités, c'est vraiment très grandes fonctionnalités. Je vous en cite quelques-unes, puisqu'on a sur le site Inflexis un configurateur qui permet justement de préciser un petit peu son besoin au travers de fonctionnalités telles que celle-ci. J'ai repris donc le configurateur. On peut parler de grandes fonctionnalités si on fait de la géolocalisation, la dématérialisation d'un process papier, un forum, je veux faire de la signature électronique, je veux suivre un objet connecté, je vais faire de la saisie de formulaire, je vais faire du paiement. Tout ça, c'est des gros ensembles. Donc, chaque pièce de cette maison, on va aussi mettre en face un budget de 10K. Donc là, typiquement, j'ai mis 3 grandes fonctionnalités à l'intérieur de mon appli. Et donc, j'ai commencé à construire une base qui est un socle de 10K, 3 éléments fonctionnels importants qui sont aussi établis à 10K. Et donc, j'ai une base déjà d'application qui va me coûter 40K. Ensuite, on a besoin de finaliser ce premier travail avec de la recette, avec un petit peu de travail sur la qualité, toute la partie finition. Donc là, je vais représenter, moi, dans le slide suivant, par
un toit, hein, donc on va finaliser finalement la maison. C'est des qualiticien qui vont pouvoir nous faire effectivement ce travail. Et on a à nouveau, pour le travail de finition, de mise en ligne de l'application, un bloc de budget que j'ai toujours mis à 10K. De toute façon, je partais sur des blocs de 10K pour vous donner vraiment des grandes idées macro sur les budgets. Donc là, on peut donc sortir une application qui comporte 3 éléments fonctionnels forts, finalisée, propre, avec de la qualité, et la sortir sur le marché pour 50K. Et si il s'avère qu'on a des besoins un petit peu spécifiques, on dit par exemple, je veux une ergonomie un petit peu supérieure à la moyenne, je veux faire une connexion vers un ERP. Tous ces blocs-là, donc ces blocs, on va dire spécifiques, c'est pareil, on va aussi leur attribuer aléatoirement, puisque là, c'est quand même, c'est pas suffisamment précis pour vous donner un devis. Mais si on veut faire une évaluation très macro, chaque bloc supplémentaire, chaque interconnexion avec un ERP peut représenter un travail d'à peu près 10K. Donc là, typiquement, j'ai dit, je fais un travail de fond sur l'ergonomie, je reprends complètement l'ergonomie de manière à ce qu'elle soit hyper intuitive. Je ne veux pas une seule fonctionnalité qui soit accessible en moins de 2 clics, etc. Et j'ai besoin de me connecter sur ma base de données client, par exemple. Donc là, voilà, 2 blocs de 10K. J'ai évalué comme ça, à la louche, un budget de 70K pour une application avec ces particularités que je vous ai indiquées. Donc ça, c'est pour évaluer son budget vraiment quand on n'a aucune notion de ce que coûte une application mobile. Ensuite, on peut rentrer dans le détail. C'est-à-dire que les gens qui ont un projet, généralement, vont plus loin que ça. Et en particulier, on leur demande auprès des investisseurs de faire un business model. On leur demande comment ils vont pouvoir tenir ce budget. Et là, moi, ce que je recommande, c'est son business model. Bon, c'est une recommandation classique, hein, mais de l'évaluer quand même les coûts sur 3 ans, parce qu'il y a le budget initial de réalisation de l'application, mais il y a également, on va le voir un petit peu plus tard, la suite. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il peut y avoir des dépenses annexes qu'il faut avoir pris en compte dans son business model. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir tenir son budget initial? Parce que dans le business model, on va voir tout à l'heure les éléments qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc, je passe un petit peu sur ce sujet. Comment on peut tenir un budget initial? On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la priorisation des fonctionnalités va permettre de dire si je priorise, je vais réaliser les 5, 6, 7 premières fonctionnalités fortes. J'estime qu'à ce niveau-là, c'est une V1. Et grâce à cette priorisation, je sais que je tiendrai dans le budget que je me suis fixé si je me développe que cette fonctionnalité. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire, j'ai bien priorisé, je démarre mon projet de développement, et si jamais en cours de route, je vois qu'il y a soit un dépassement ou à l'inverse, que j'ai un peu plus de budget, j'ai toujours ma roadmap, donc la liste de mes fonctionnalités, qui me permet soit d'aller plus loin, soit de m'arrêter avant. Donc on peut très bien dire que la V1, en cours de route, elle peut être un petit peu appréciée différemment. Voilà pour le principe. Et ensuite, pour tenir un budget, il y a une autre méthode, mais sur laquelle on va venir à la fin, qui est de ne pas toujours partir sur un projet sur la base d'un cahier des charges. Donc, j'en parlerai à la fin de la présentation, mais on peut aussi développer un proof of concept ou essayer de réaliser un minimum viable product, donc un produit de départ, une première phase de développement qui permet aussi de savoir un petit peu mieux où on va et de limiter, on va dire, les surprises. Voilà. Donc, les derniers éléments sur le budget. Par exemple, problème de budget qu'on a pu rencontrer aussi, un budget qui n'est pas encore bouclé, une application donc, qui avance et puis d'un seul coup, soit un partenaire qui se retire ou un partenaire qui veut rentrer, mais qui va complètement demander à changer le contenu de l'application. Donc là, typiquement, c'est des choses qu'il faut il faut être extrêmement vigilant sur la partie budget dans la phase de création, enfin dans la phase de préparation de son projet d'application mobile.
Alors, un petit exemple vécu toujours. Alors là, c'est sur le business model. On a eu des gens parfois assez ambitieux sur le business model, mais qui nous disaient, bah, mon business model, très simple, il divisait le nombre d'utilisateurs d'applications mobiles moyens. Il disait, voilà, moi, je pense que j'aurai 10 millions d'applications téléchargées à 5 euros. On est dans les clous. Je vais commencer à acheter mes futurs locaux, etc. Donc là, la personne vraiment très sûre d'elle sur le business model. Alors, ce business model dont on parle, là, nombre d'utilisateurs par prix de l'application, faut savoir qu'il est complètement dépassé. Enfin, en tout cas, c'est plus du tout aujourd'hui le modèle qu'on retrouve le plus. Les modèles qu'on retrouve le plus, en particulier sur des applications de jeux, par exemple, c'est un modèle freemium. L'application est gratuite et on va retrouver des achats in-app. Donc, pour pouvoir progresser plus facilement à l'intérieur de l'application et on va avoir des achats qui vont être faits de manière à améliorer le confort, en tout cas la réussite du personnage dans l'application. Mais c'est valable aussi pour des applications pro, hein, des versions qui sont freemium, et il existe des versions plus complètes de l'application premium et qui, elles, sont payantes. Donc ça, c'est un modèle classique. D'autres modèles qui sont aussi souvent utilisés, c'est la publicité, donc application gratuite qui s'appuie sur la publicité pour rentabiliser les développements, ou voire même la revente des informations concernant les utilisateurs. Ça se voit aussi régulièrement. En ce qui concerne Inflexis, pour la plupart de nos clients, l'application, ils la financent et leur but, c'est d'améliorer le service vis-à-vis de leurs clients ou vis-à-vis de leurs salariés, et donc d'en tirer aussi un retour sur investissement, sur la performance, sur les prestations de services qu'ils vont proposer, etc. Donc le modèle, on va dire B2B, c'est souvent quand même un investisseur qui se charge derrière d'aller chercher la rentabilité auprès des usagers finaux, on va dire. Voilà pour le point numéro 4 et on arrive au dernier point. Pensez à la suite, je bois. Excusez-moi. Alors là, là c'est une énumération. Donc pour la suite, c'est des choses qui doivent être prises en compte à la fois pour anticiper ce qui va se passer une fois que l'application sort sur les stores, mais également surtout pour le budget. Je vous ai parlé du budget à 3 ans. Le budget à 3 ans, il faut qu'il tienne compte de cette courbe. Donc, des éléments qui doivent être pris en compte, je vous les décris rapidement à chaque fois. L'acquisition. Donc, on peut avoir besoin d'investir pour trouver des utilisateurs. C'est pas simple, ça demande de la pub, ça demande un certain nombre de choses. Donc, acquisition, communication, c'est lié. Mais je vais devoir, de toute façon, aller chercher les utilisateurs si je sors une application grand public. Si on sort une application auprès de ses salariés ou autres, applications métiers ou applications plutôt professionnelles, on a moins cette problématique et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Mais on a des frais qui peuvent être liés à ça. Il y a la maintenance, ça c'est systématique, il faut maintenir ces applications, les faire vivre, sortir des correctifs régulièrement et donc là il faut y accorder un budget systématiquement. La gestion des contenus, si l'application a des contenus qui sont évolutifs, il faut quelqu'un soit en permanence, quelqu'un à mi-temps ou une personne qui va en tout cas se charger de travailler régulièrement pour mettre à jour les contenus. On n'a pas envie d'une appli qui nous donne des informations de 2017. Hein, c'est un peu des choses qui soient bien à jour. On peut vouloir aussi reprendre en main la gestion de son application, la maintenance par exemple. Donc, dans ces cas-là, c'est un coût qui peut porter sur de la formation, donc ce qu'on appelle du transfert de technologie. Le transfert de technologie, ça va consister à mettre le personnel interne qui va se charger de prendre la main en contact avec les gens qui ont développé l'application et de les former pour reprendre en main la gestion de l'application et son suivi. Il y a l'hébergement, donc l'hébergement des données qui peut être plus ou moins complexe et plus ou moins cher selon que ce sont des données confidentielles, des données de santé, des données de paiement, etc. Donc là, c'est un coût récurrent à prendre également en charge. Et enfin, il y a la notion de V2.
C'est bien rare qu'une application s'arrête sur une V1. Les utilisateurs sont demandeurs. Plus l'application a de succès, plus on recommande assez rapidement de répondre aux attentes qui viennent ensuite, pour éviter justement, donc là on est sur la rétention, pour éviter que les gens se désintéressent et sortent l'application du mobile. Donc si on veut que ça vive bien, il faut faire vivre aussi l'application pour faire vivre la communauté autour de l'appli. Alors, ma petite planète. Je suis allée plus vite que toi. C'est le quiz. C'est le quiz. Alors, le quiz, ça va me permettre de souffler un petit peu, de vous laisser un petit peu chercher. Donc, c'est en rapport, en fait, avec ce qu'on vient de dire sur les coûts annexes. Les coûts annexes, coût initial d'une application. Par rapport au coût initial d'une application, je vous ai parlé de coût de communication. Et bon, c'est très variable, mais malgré tout, on a parfois des coûts de communication qui peuvent être de l'ordre de 250 ou 20% du prix initial de l'application selon vous. Là, on parle d'application grand public, bien sûr. Si on communique dessus, c'est qu'on a besoin d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas forcément l'application en principe. Alors là, on a un petit peu les deux, les trois. J'ai 50. Oui. Donc, Catherine, tu réponds pas parce que la communication, c'est ton domaine, donc tu connais la réponse. Voilà, donc on va avancer pour tenir aussi le timing. Donc, c'est 200%. On peut aller, on a vu, nous, personnellement, des applications plutôt tournées vers le grand public. Une application de 100K et il y avait 200K mis sur la table pour faire connaître l'application. Bon, c'est un grand établissement bancaire, on va dire, qui avait lancé une campagne de communication. Voilà, c'était pas la télé, hein, quand même pas, mais c'était important. Donc voilà, il faut savoir que si on se lance sur une application grand public, il peut y avoir plus d'argent investi pour faire connaître son application que pour la réaliser. Ensuite, donc les autres coûts annexes, à propos des coûts annexes, puisque bon, ça va avoir une influence, quel est, selon un panel d'experts, on a regardé deux, trois moyennes, quelle est la meilleure fréquence ou la fréquence la plus, pour les applications qui fonctionnent bien, quelle est la fréquence la plus souvent constatée de mise à jour d'une application mobile? Donc, mise à jour, on parle mineure, hein, enfin pas mise à jour mineure et majeure bien sûr, mais même une petite mise à jour, voilà, pas des grosses versions. La télé ne coûte pas toujours très cher. Ah, d'accord, très bien. Mais il y a des campagnes presse qui coûtent très cher aussi. Alors là, oui, là tout le monde a effectivement bien compris qu'une application, il y a une fréquence qui est importante, c'est tous les mois. Si possible, tous les mois. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petites versions, des corrections de bugs, etc. Donc, on sort une version sur le store tous les mois de manière à être vraiment en prise avec les attentes des utilisateurs. Et ensuite, la dernière question sur les coûts. La maintenance. Selon vous, la maintenance d'une application, donc les petites évolutions, la correction de bugs, pouvoir garantir qu'elle va fonctionner avec les nouveaux OS, avec, on va dire, donc, tous les nouveaux standards du marché. Est-ce que selon vous, c'est 5% du prix initial toujours de l'application, c'est 10% ou c'est 20%? Bon, là, c'est des chiffres qui sont assez proches, mais bon, malgré tout, bon, ça peut avoir une influence. En tout cas, il faut le prendre en compte dans son budget, donc attention. Là, voilà, là, on a un petit peu de tout. Là, c'était la réponse intermédiaire. Pour la maintenance, il faut compter environ 10% du montant de son application initiale. Encore une fois, ce sont des moyennes, bien sûr. Alors, je passe à donc deux sujets annexes donc après les 5 étapes.
Je vais vous parler juste de deux façons d'aborder une application mobile et dont une façon d'aborder l'application mobile qui est très proche, enfin, qui est très prisée dans le milieu industriel, qui est le POC ou le Minimum Viable Product. Donc, le type du jour, l'astuce, en tout cas, ce qu'on vous recommande, c'est de voir si ce mode d'approche qui est utilisé dans le monde industriel s'adapte à votre projet. L'idée, c'est de dire, avant de me lancer, donc de faire un cahier des charges extrêmement conséquent, je vais faire une première étape qui consiste à faire un prototype. Et le prototype, il faut qu'il ait un but bien précis. Il doit tester soit un élément technique, soit un doute qu'on a vis-à-vis des utilisateurs. Voilà, on ne fait pas un prototype pour s'amuser, on fait un prototype pour un objectif vraiment bien précis et donc tester quelque chose sur lequel on a un doute. Et il y a la notion de minimum viable product qui est différent, mais qui en revient à peu près au même d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un produit fini complètement, on va faire le produit qui comporte les fonctionnalités vraiment minimales pour fonctionner. C'est-à-dire quelque chose qui sera testé peut-être sur des bêta-testeurs ou sur une communauté minimum et qui comporte peut-être la fonctionnalité numéro 1 qu'on a évoquée dans notre roadmap, dans notre priorisation des fonctionnalités. Donc ce MVP, lui, va coûter quand même beaucoup moins cher en termes de développement, mais il va permettre aussi de montrer, comme le prototype d'ailleurs, de montrer une première version de notre projet, éventuellement à des utilisateurs, à des personnes en interne, à mon dirigeant ou à des investisseurs extérieurs. Donc, voire même des investisseurs institutionnels, des gens comme la région, etc., qui peuvent être emballés par le projet. Donc, cette phase, en fait, ça permet de disséquer mon projet en deux phases. Une première où je fais un prototype ou un MVP, et le deuxième où je vais faire ma V1, donc ma version destinée à sortir sur les stores de mon application mobile. Alors, on a résumé dans un petit tableau les plus, les avantages et les inconvénients. Je pense que je les ai déjà un petit peu évoqués, mais souvent, donc pour le POC, c'est sa rapidité, son budget qui est inférieur. Par contre, on ne voit pas toujours tout ce que comporte le projet et en particulier son budget. On va peut-être aussi impliquer un petit peu moins de monde autour du projet. Ça peut se passer en mode agile, comme on dit, avec une équipe restreinte. Le cahier des charges, lui, ça va être quelque chose de beaucoup plus structuré, avec une approche qui comporte tous les aspects marketing, etc. Une fois que c'est bouclé, normalement, la route est toute tracée. On a peut-être un peu moins de suivi au jour le jour à prévoir dessus. Par contre, une fois que le paquebot est lancé, c'est beaucoup plus compliqué de rectifier le cap. Et donc, on a besoin, par contre, sur un cahier des charges, c'est-à-dire qu'une fois que c'est lancé, on a besoin d'un référent technique, si possible en interne d'ailleurs, parce que c'est la personne qui va se charger de recéter les différents retours de développement. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes des avantages. Alors, par rapport à cette grille, moi, j'ai indiqué comment je peux faire des choix par rapport au POC ou au cahier des charges. Alors, les questions que je peux me poser, c'est est-ce que je veux aller vite? Si je veux aller vite, vous comprenez bien que faire une étape courte avec un prototype, c'est un moyen de tout de suite avoir quelque chose sous la main et de montrer que le projet il n'est pas au point mort. Si je rédige un cahier des charges, avant d'avoir commencé, il a pu se passer du temps. Est-ce que j'ai ou non la capacité de rédiger un bottin de 50 pages avec le descriptif complet des fonctionnalités? Oui ou non? Dans ces cas-là, non. Je peux faire un POC, voir si j'investis dans un cahier des charges auprès d'un établissement, d'un partenaire. Et dans ces cas-là, je ne fais pas l'investissement avant de savoir si mon projet tient la route et s'il a du potentiel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inconnus techniques? Si j'ai des inconnus techniques, encore une fois, avantage au POC. Il va falloir que je teste ces éléments techniques tout de suite. Et par contre, je peux avoir aussi que se passe-t-il si mon budget est dépassé? Donc là, un problème, un budget qui est, on va dire, nos limites. Par contre,
Des gros risques si je dépasse, bon voilà, il faut partir sur quelque chose de sécurisant qui sera le cahier des charges. Si on ne peut pas se permettre de réactualiser le projet en cours, le POC c'est quand même beaucoup plus agile, on avance souvent par itération, une à la fois. Le cahier des charges, lui, c'est un budget, quelque chose de très rigide, et là, normalement, on n'en sort pas, sauf très très grosse surprise. Voilà, donc des éléments qui peuvent nous faire un choix. Et pour terminer, je terminerai avec ça, concernant le prestataire. Alors là, on s'est basé uniquement sur des savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a tout on va dire, un écosystème, des gens autour du projet, qui peuvent être des prestataires extérieurs, internes et autres, et qu'il faut que je sache si ces savoir-faire, je vais les chercher chez mon prestataire, je vais les avoir en interne, ou je préfère faire appel à quelqu'un que je connais, etc. Donc là, je dirais qu'il faut lister ce que je viens de vous montrer, donc la partie développement, donc on a besoin de développeurs, maîtrise d'ouvrage, il vous faut un chef projet, design, UX, on fait appel à des gens comme Frédéric, éventuellement à l'extérieur, où j'ai le savoir-faire en interne. L'architecture qui est quand même très particulier, l'aspect technique, architecte très pointu, là encore, est-ce que je vais prendre ça en interne, je vais trouver un expert ou je vais le prendre moi-même en charge, ou je vais le confier à quelqu'un d'extérieur. La qualité, le marketing, moi j'avance, et donc en fonction de l'endroit où je trouve ces capacités, je vais pouvoir m'orienter vers différents types de prestataires. Donc, j'en vois principalement trois, on va dire, si on cadre ça de manière très, très large. Il y a des personnes qui sont des indépendants. Il y a des personnes qui sont, il y en a quatre en fait, des indépendants, des agences web, des ESN, donc des entreprises de services numériques avec un niveau de technicité un peu supérieur, et des très grands groupes. Je peux en citer Capgemini, Sopra, donc des très très grands groupes qui, eux, vont apporter un niveau plutôt sur la sécurité et une certaine couverture vis-à-vis de ma hiérarchie. C'est souvent ça qu'on recherche lorsqu'on va chercher un grand groupe. On assure le coup, on sort le parapluie, et là, on est certain d'avoir, vis-à-vis de sa hiérarchie, fait un choix sur lequel on ne pourra pas avoir de reproches ultérieurs. Donc, il y a un rôle quand même, malgré tous ceux que j'ai décrits ici, qui est essentiel, c'est une maîtrise d'ouvrage. Il faut dire que le chef projet, si on en a un à l'intérieur de l'équipe interne, c'est très bien, il va pouvoir faire justement le lien avec le prestataire. S'il est en externe, il faut qu'on ait une très bonne entente avec lui, une grande confiance, parce qu'il va devoir effectivement s'assurer que le résultat correspond bien à ce qu'on attend. Et donc, je donne encore des exemples de choix qu'on peut faire en fonction de ces personnes, si elles sont présentes en interne ou en externe. J'ai un budget illimité, par contre, on me demande de ne pas me planter, on va partir sur un grand groupe, plutôt assurer le coût, et par contre, avec un budget, effectivement, qui sera peut-être plus conséquent. J'ai un budget très serré, j'ai quasiment toutes les compétences en interne, sauf le dev. Je vais chercher un dev, éventuellement, qui soit un indépendant, une petite structure qui saura m'apporter la touche que je n'ai pas, ou je n'ai pas la disponibilité de temps, et à ce moment-là, je fais appel à lui. Je recherche surtout de la créativité, je veux une belle campagne de pub. Dans ces cas-là, peut-être une agence web, elle saura nous apporter toute cette touche de créativité et derrière lancer des actions pour faire monter en acquisition utilisateur. Pour un projet où il y a de l'intégration, une ESN, une entreprise comme Inflexis, c'est pas mal aussi parce qu'on est un petit peu couteau suisse, on sait faire ce genre d'intégration dans des environnements hétérogènes. Donc voilà, je vous ai donné 4 exemples où on peut faire le choix d'un prestataire plutôt qu'un autre. Et je termine donc avec encore un petit exemple en fait. Sur la maîtrise d'ouvrage, je vous ai dit que c'était l'élément le plus essentiel dans le projet. On a déjà eu le cas, ne vous inquiétez pas. Pour la maîtrise d'ouvrage, on a pris un étudiant en 2e année de médecine. Le gars, il a le dernier iPhone, il doit s'y connaître. Donc, on s'est retrouvé face à une personne qui était de bonne volonté. En revanche,
la maîtrise d'ouvrage, ça nécessite quand même une expérience chef projet très poussée. Et donc, on ne recommande pas forcément de mettre des profils peu expérimentés sur ce type de sujet. Voilà, j'ai terminé à peu près dans les temps. Donc, Catherine, tu prends la main pour nous dresser un petit bilan. Tout à fait. On avait donc, en résumé, hein, si on doit faire un résumé de tout ce qui a été dit là pendant ce meet-up, 5 étapes pour mener son projet d'application mobile pas à pas. La première étant de définir son projet, de bien le définir, c'est-à-dire de préciser quelle est la cible et à quel besoin de cette cible on va devoir répondre. La deuxième étape, c'est bien décrire l'application en travaillant particulièrement le cahier des charges, éventuellement se faisant aider pour l'élaborer, ainsi que les parcours utilisateurs. Troisième étape, c'est étudier l'environnement technique, faire attention à évaluer les difficultés potentielles qui pourraient apparaître, anticiper les impasses dans lesquelles on pourrait se plonger malheureusement, estimer le budget en prenant en compte tous les postes budgétaires. Donc, le développement d'une application mobile, ce n'est pas simplement le développement purement, proprement dit, et de faire attention aux éventuels détonateurs qui pourraient survenir. Donc, penser à la suite, donc, qui se passe après, la communication, la maintenance, donc intégrer ça dans le budget de l'application. Et puis choisir l'approche adaptée en fonction de critères qu'on a pu définir, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un prototype ou un MVP ou plutôt est-ce qu'on part sur un cahier des charges en fonction des critères, de nos critères de rapidité, de budget, enfin tous les critères qu'on a pu énumérer tout à l'heure. Et en fonction des compétences qu'on a en interne, choisir le prestataire qui va pouvoir nous accompagner sur ce projet. Voilà pour le résumé. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser, parce que c'est à vous. Pour les questions, vous pouvez prendre le micro, débloquer votre micro ou alors via le chat, comme vous Exactement, voulez. Tout à fait. Ou alors des retours d'expérience, hein, parce qu'on dit les questions, mais si vous avez un commentaire, un retour d'expérience par rapport à ce qu'on a présenté aussi. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je vous remercie pour cette présentation. J'aurais juste une question sur la phase d'acquisition. Est-ce que vous auriez des exemples de méthodologies, d'outils pour faciliter cette acquisition des nouveaux utilisateurs pour le lancement d'une toute nouvelle appli, par exemple? Une appli grand public? Une appli grand public, exactement. Alors, peut-être que Catherine, tu veux répondre, c'est sur de la communication, hein, essentiellement, qu'on a… Alors, il y a les… moi, ce que je connais, c'est les stores, mais Catherine, je pense que tu connais mieux que moi. Hein, Alors, en fait, sur les applis grand public, les exemples qu'on a, c'est quand même des applications, par exemple, une application de gestion de compte pour une banque. C'est ce type d'application-là sur lesquelles on va travailler. On ne travaille pas, par exemple, sur une application comme Facebook ou, je sais pas, enfin, ce genre d'application grand public. Voilà, Candy Crush. Donc, après, sur les applications du type d'une application de gestion de compte ou de gestion de contrat d'assurance pour des clients d'une assurance ou d'une banque, les actions qui sont mises en œuvre sont des actions qui vont participer au développement d'une communauté et s'appuient souvent sur des statistiques, donc sur des modules qui permettent d'analyser comment l'application est utilisée et quels endroits de l'application sont utilisés ou quels endroits d'application ne sont pas utilisés. Donc, c'est surtout sur cette base que les entreprises vont s'appuyer pour développer la communauté. Ça, c'est pour le développement de la communauté. Et pour la créer, au moment où on lance l'application, ça se passe sur le store, et c'est des méthodes liées au référencement de l'application qui vont permettre en fait d'attirer des visiteurs, enfin d'attirer des utilisateurs
qui ne sont pas forcément connaisseurs a priori de l'application, enfin, ou de la banque, ou de la marque, on va dire plus globalement pour ne pas s'attacher à un secteur d'activité. Donc, les entreprises, là, vont travailler sur des outils de référencement qui vont permettre de communiquer vers une cible qu'elle ne connaît pas. Après, il y a toute la communication vers la cible déjà connue de la banque, c'est-à-dire les clients ou de la banque ou de l'assurance ou de la marque, des clients qui sont utilisateurs de la marque, mais qui ne sont pas utilisateurs de la marque via l'application mobile. Donc, toute la communication qui va être faite par d'autres biais, évidemment, donc des biais tout à fait traditionnels, hein, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, qu'il s'agisse de mailing, qu'il s'agisse de publicité, pour atteindre des utilisateurs potentiels qui ne connaîtraient pas la marque via l'application mobile. Je vous remercie beaucoup. C'était super. Je peux ajouter quelque chose qui est un petit peu borderline, j'ai envie de dire, mais qu'on connaît aussi comme méthode. Parce que pour les applications grand public, ce qui est important, c'est la manière dont vous la présentez sur les stores et la note qu'elle va obtenir dans les premiers mois d'utilisation. Vous avez des entreprises qui se sont spécialisées dans la création on va dire, de communautés factices. Donc des gens qui vont télécharger, qui sont payés en fait pour télécharger les applications au lancement, donc ils font décoller en fait les applications avec des très bonnes notes bien entendu, et qui vous permettent de vous situer déjà tout de suite dans le haut du panier et de générer derrière par des gens qui copient tout simplement, donc ils vont suivre l'effet mouton, on va dire, vont suivre et télécharger. Boule de neige. Boule de neige, effet boule de neige, pardon, c'est plus poli. Ils vont suivre en fait le mouvement. Donc ça, on ne le recommande pas vraiment parce que c'est à double tranchant et vous créez une communauté factice qui va de toute façon s'effondrer. Enfin, ils ne vont pas conserver l'application, mais sachez que ça existe aussi pour faire démarrer en tout cas l'application. Ce qu'on recommande, nous, c'est effectivement dans son entourage ou au sein de l'entreprise, de faire communiquer les gens et télécharger l'application tout simplement par son réseau, soit son réseau social professionnel, soit les salariés de l'entreprise. Oui, je suis plutôt d'avis pour la deuxième version, c'est-à-dire les amis, le réseau qu'on connaît déjà. Plutôt que la première, elle est vraiment très borderline. Ça existe, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Parce oui, je connais. J'espère que vous avez beaucoup d'amis. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à utiliser le chat hein, si vous le souhaitez. Alors, Angélique, Philippe pose une question. La durée moyenne d'un développement mobile et plus généralement la durée d'un projet mobile, au moins la V1. Au moins la V1. Alors, durée moyenne. Il y a eu moins de fans de. Il y a au moins un fan de Béram. Donc, je vais répondre à la question sur la durée moyenne du développement. Il y a une phase, donc on a parlé de la phase de préparation. Si le travail de fond, cahier des charges ou autre n'a pas été fait, ou même si on passe par un POC, on va considérer que les 6 premières semaines, ça peut être consacré à la rédaction d'un cahier des charges. Ça peut être long, ça peut être un gros travail, parce qu'on fait des ateliers successifs avec le client et on l'aide à donc préparer son projet. Ça peut être entre un mois et demi. Donc, ça peut être aussi la durée de réalisation d'un POC. C'est à peu près le même. Et après, quand on rentre dans la phase de développement proprement dite, bien qu'on puisse aller assez vite, je dirais 2-3 mois en moyenne pour avoir une version recetable, il faut encore ajouter un mois supplémentaire pour finaliser, faire quelques allers-retours et que ce soit présent sur les stores. Donc, on va dire 4 mois et j'ai dit 1 mois et demi de préparation. On est presque quasiment à 6 mois en moyenne sur des applications métiers assez conséquentes. On va dire.
Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, de toute façon, si vous avez des questions, il sera toujours possible de les poser par la suite. Voilà, oui, alors moi, oui, je voulais vous proposer, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. J'accepte assez facilement d'échanger par ce biais. Donc, voilà, je vous encourage à me contacter aussi sur les réseaux sociaux. Et Catherine, peut-être qu'on a des petites informations à passer. Ça Oui. Ce sera sur YouTube. Hein, oui. Alors, la présentation est enregistrée. Elle sera disponible sur YouTube d'ici demain, je pense. Et puis, si vous le souhaitez, un nouveau meet-up aura lieu le 2 juillet. Ce sera le dernier avant l'été. Il s'agit de calculer juste prix de mon application mobile en quelques clics. Donc, ça fait vraiment la suite de ce que nous a raconté Philippe aujourd'hui. Vous pourrez vous inscrire. Il n'est pas encore en ligne sur Meetup, mais il sera en ligne demain, je pense, et vous pourrez vous inscrire dans la foulée. Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre, comme le disait Philippe, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Vous inscrire à la newsletter en allant vous connecter sur notre site web via le blog. Donc, on publie régulièrement sur le blog des articles d'actualité, enfin des articles liés au développement mobile. Et la newsletter est mensuelle, c'est pas quelque chose avec lequel on spamme nos clients, donc ne vous inquiétez pas, mais c'est pareil, on relaie des informations de veille, des informations intéressantes tout autour du développement mobile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur l'un de ces canaux, l'un de ces canaux, et puis à vous inscrire dans l'un de nos meet-ups. De toute façon, si vous êtes inscrit sur la plateforme Meetup, sur notre groupe Meetup, vous recevez les invitations à nos prochaines réunions. Voilà, donc je crois qu'on en a fini. Philippe, on a mis un peu plus de temps que prévu, mais bon. J'espère que ça n'a mis personne en retard. Merci d'avoir participé à ce meet-up et on espère vous revoir bientôt, soit en réel, soit en virtuel lors de notre prochaine session.